opérationnelle, après l'orthopédagogie, après l'archéologie préventive, nous allons voir que même en sciences politiques, on peut faire de la valorisation. Avec Fabienne Leloup, qui est professeure à la faculté de Sciences Po et de communication de l'UCL Mons, et avec non pas Régine Van Damme de Culture WACPI comme annoncé sur le programme, mais avec monsieur Vianney Favier, qui est son chargé de mission. Alors bonjour à tous. L'expérience dont on va vous parler avec Vianney Favier maintenant est une expérience relativement récente, surtout si j'ai bien retenu la date de l'expérience précédente, puisqu'elle a commencé en 2010. Et donc, on va vous présenter des résultats et on peut espérer que ce sont des résultats intermédiaires et pas des résultats finaux. Alors, la culture et le développement territorial, culture.wapi, un laboratoire expérimental. Je vais peut-être tout de suite céder la parole à Vianney pour vous expliquer la structure culture.wapi et en quoi c'est ce laboratoire spécifique. Bonjour à tous, donc vous m'entendez? Donc Vianney Favier, de l'agence culturelle de Wallonie-Picarde. Donc je vais faire un petit cadre de ce qu'est la Wallonie-Picarde pour que tout le monde comprenne bien ce dont on va parler. Donc la Wallonie-Picarde, c'est un peu le Far West wallon, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Donc c'est juste après Mons, ça commence à Bernissart, donc déjà quand même. Et donc il y a 3 villes majeures que sont Tournai, Ath, Moucron, mais ça va également jusqu'à Comines-Warneton, donc l'enclave wallonne en terre flamande et française. Et ça va également jusque Lessines, Silly, Enghien, donc qui sont eux sur différents arrondissements administratifs, etc., mais qui sont dans la Wallonie-Picarde. Voilà, et donc la Wallonie-Picarde possède un conseil de développement. Un conseil de développement basé sur le modèle français des conseils de développement de société civile. Et donc ce conseil de développement réunit 65 personnes qui sont représentantes des forces vives de la Wallonie-Picarde, qui sont à la fois issues du monde politique, issues du monde économique, issues de l'enseignement, des syndicats, etc., et de la culture. Donc ce conseil de développement a réalisé un projet de territoire qui s'appelle Wallonie-Picarde 2025, qui est donc un projet de prospective avec donc des axes stratégiques et des projets plus opérationnels à l'horizon 2025. Donc on n'est pas dans un horizon de court terme, mais vraiment dans un horizon de moyen et long terme sur lequel se sont positionnées donc toutes ces forces vives. Et donc sur ce projet de territoire Wallonie-Picarde 2025, il y a toute une série de projets qui sont plus spécifiquement du champ culturel. Et c'est ce pourquoi l'agence culturelle de Wallonie-Picarde a été refondée donc en 2009, spécifiquement pour mettre en œuvre donc, ce volet culturel du projet de territoire Wallonie-Picarde. Maintenant, la structure culture.api est-elle financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles? Et donc on est contrat-programmé avec cette fédération Wallonie-Bruxelles et on a tout un ensemble de missions à respecter, dont une mission de recherche-action qui, en gros, relève de tester un peu tout ce qui est possible de faire dans le décloisonnement de la culture et, d'une manière plus générale, tout ce qui peut contribuer, en fait, au développement d'un territoire par sa culture. Donc, dans cette mission de recherche-action, on a tout un travail de veille qu'on opère, donc on se rend à des séminaires, etc. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a rencontré Fabienne et Sébastien Pradella, donc dans le cadre des journées scientifiques du développement territorial que Fabienne organise, mais elle pourra peut-être en dire plus. Et donc voilà, je lui rends la parole. Donc peut-être 2 mots avant de parler des journées scientifiques sur le groupe de recherche donc en action publique et développement territorial que j'anime avec le professeur Pecke, qui est un professeur français de l'UMR Pacte Grenoble. Et donc ce groupe est associé aux instituts de recherche ISPOL et IACOS à l'Université catholique de Louvain. Et notre spécificité peut-être, c'est de travailler sur le développement territorial, développement local, en se posant la question de gouvernance, donc de l'action publique. Finalement, comment les acteurs publics, mais aussi autres, se coordonnent pour animer ce développement territorial. Alors, on va passer peut-être tout de suite aux 8e journées scientifiques. Donc depuis 2002, dans le cadre de ce groupe de recherche, on a créé en fait des journées scientifiques sur l'action publique et le développement territorial qui sont a priori annuelles. C'est
C'est-à-dire qu'on est au 9e numéro et ça a commencé en 2002, donc on a quand même raté une année. Mais donc ces journées, en fait, ont pour objectif de faire un état de l'art par rapport à une question de développement territorial ou d'action publique locale, et puis qu'il y ait une rencontre entre des praticiens, des professionnels, acteurs publics, entreprises, milieux associatifs, et finalement c'est cet état de l'art et qu'il puisse y avoir une rencontre professionnelle académique. Et c'est au cours des 8e journées donc, qui se sont tenues en mai 2010 qu'on a eu l'occasion de rencontrer Régine Van Damme et qu'on a commencé à discuter en fait du projet. Alors peut-être pour la suite, les 8e donc, ont eu lieu en 2010, les 9e ont eu lieu le 18 mai dernier et les 10e l'année prochaine seront organisés dans le cadre d'un colloque qui se fera ici, colloque des sciences régionales de langue française sur culture, patrimoine et savoir en juillet prochain. Donc on a une continuité par rapport aussi à la diffusion des résultats. Alors peut-être en 2 mots par rapport à l'histoire, donc on avait un questionnement et un ensemble de résultats liés à la recherche sur une vision territoriale et puis ces interrogations liées à cette structure innovante qui était et qui est toujours culture.wapi. Alors pour la forme de valorisation, en fait, au départ, ce qui a été mis en place, et alors ça a pris un certain temps, c'était une convention en 2 volets. Un premier volet dans lequel on voulait en fait proposer un schéma d'action, un diagnostic des acteurs culturels et une analyse du style WAPI, entre guillemets, par rapport à un certain nombre de savoirs, un certain nombre d'expériences que l'on avait et de cadres théoriques que l'on avait développés depuis 2002, et d'un autre côté, à partir évidemment de la réalité du territoire de la Wallonie-Picarde en tant que telle. Alors, la convention, donc, signée en novembre, ça c'est peut-être déjà un élément dans les difficultés, c'est qu'évidemment, nous ne sommes, enfin en tout cas en ce qui me concerne, je ne suis pas un professionnel de ce genre de choses, donc c'est vrai que les conventions, ça passe à un endroit, l'administration nous explique que ça ne va pas, on revient, on repart, et la même chose de l'autre côté, donc ça prend parfois du temps, et puis finalement, on avait quand même commencé évidemment le travail en juillet, en amont de la convention. Alors le deuxième volet de la Convention portait sur un dispositif d'aide au pilotage qui aurait normalement dû ou pu permettre un doctorat. Et donc là, on était non plus dans une vision à 1 an et demi, mais dans une vision sur au moins 3 ans. Et ce volet-là n'a pas pu être concrétisé, on va dire, jusqu'à présent. Donc ici, on a détaillé un peu les transferts de connaissances concernant le cadre analytique, la méthode et la mise en œuvre. Peut-être est-il plus intéressant de détailler un peu plus les aspects innovation. Donc c'est vrai qu'on a croisé finalement, en ce qui nous concerne en tant que groupe de recherche, ce qui était intéressant, c'est de finalement développer une sorte de recherche-action en partenariat avec des interlocuteurs qui ne souhaitaient pas seulement savoir finalement le résultat du travail, mais qui souhaitaient participer à l'ensemble du processus et donc autant se poser la question du comment que du quoi final. Et je pense que c'est sans doute là la plus-value de l'université par rapport à d'autres acteurs ou à d'autres concurrents, c'est que c'est cette plus-value par rapport à une interrogation sur les processus, pourquoi on se pose telle hypothèse, pourquoi on se pose telle question, pourquoi on va mettre en évidence telle ou telle proposition. Alors ici, donc, ce qu'on a mis à disposition, c'était un corpus analytique. Alors, corpus analytique en sciences politiques et en sciences économiques, puisqu'on travaille à l'intersection des 2 domaines, mais aussi des résultats tangibles, enquêtes, diagnostics, transferts venant d'expériences étrangères. L'idée étant non pas de présenter une sorte de recette de couper-coller, pour reprendre une expression, et du style on prend le modèle de Bilbao et on voit comment on peut l'appliquer à la Wallonie-Picarde. De toute façon, ça ne marchera pas très fort, mais plutôt de se dire qu'est-ce qui, dans le modèle de Bilbao, est intéressant, peut être relevé et le faire évidemment en interaction avec les acteurs locaux et pas simplement depuis le bureau de la chaussée de Binge. Alors, pour les avantages financiers, on a financement des frais associés. Alors, on a mis bas de laine, même si, bon, c'est quand même un contrat. Mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas, en tout cas pour donc ce premier module, on a pu couvrir l'ensemble des frais de la recherche et avoir un certain nombre d'éléments supplémentaires qui permettent un potentiel
pour des colloques, pour des achats, etc. Mais on n'a pas pu engager de personnel sur cette phase-là. Et finalement, la durée à court terme de l'étude qui limite l'ambition, le deuxième module dont je parle, c'est évidemment le module lié à la thèse de doctorat. Alors peut-être une remarque par rapport à cet élément de thèse de doctorat, quand on regarde ce qui se passe en France, notamment dans les instituts d'études politiques, il y a énormément de doctorats qui sont cofinancés en sciences politiques avec des organismes publics ou le milieu associatif. C'est apparemment une pratique qui est, pour les sciences politiques en tout cas, pas du tout évidente en Belgique. Et c'est vrai que l'apport de la thèse, j'ai encore eu une discussion avec un professeur de l'Université d'Avignon dans les domaines culture et développement local, culture et gouvernance territoriale. Et lui parlait de 2 thésards qui sont en collaboration et qui... ça veut dire que pendant 3 ans, il y a cet échange à la fois scientifique, à la fois de savoir-faire, et qu'il y a vraiment une interaction qui est possible. On est dans du timing qui est sans doute plus approprié par rapport au milieu universitaire que les 3 mois, 6 mois ou 9 mois de recherche qu'on pourrait avoir par ailleurs. Alors en plus, autre avantage, mais là qui ne sont évidemment pas du tout négligeables, c'est donc ce travail a pu être fait dans le cadre d'un stagiaire et de 2 mémorants. Et en fait, un des mémorants stagiaires est devenu employé de la culture.wapi. Alors donc c'est vrai qu'ici, on ne travaille pas pour l'instant avec des anciens. Enfin, si, depuis septembre, on travaille avec des anciens qui sont dans la structure. Mais ce n'était pas le cas au moment de la création de la convention. Le partenariat, en fait, il a complètement débordé, je veux dire, la structure de la convention, dans le sens où on a des échanges, on a des participations dans des enseignements. On a, nous-mêmes, on participe à certaines journées qui sont organisées en Wallonie-Picard. Et puis, certains membres de Culture.wapi acceptent de participer à certains séminaires que nous organisons ici ou à des enseignements. Donc, on a pu mettre en place cet échange avec, par exemple, une difficulté de timing de temps en temps. Lorsqu'il y a du travail d'étudiant qui est fait avec comme échéance le mois de juin, ça ne marche pas, et donc là on dit non, désolé, soit c'est Sébastien Pradella ou moi-même qui participons, soit il n'y aura pas l'échange souhaité. Entre parenthèses, le deuxième promoteur, donc Sébastien Pradella, ayant défendu sa thèse l'année dernière, a aussi eu quelques mois de flottement par rapport à la convention, évidemment, parce que la thèse de doctorat portait sur le foncier à Bruxelles et à Paris, donc c'était assez éloigné. Et donc, la période de rédaction de thèse n'est pas appropriée à faire autre chose que rédiger sa thèse. Donc à mon tour. Par rapport au partenariat, donc un bilan et une collaboration fructueuse, avant tout humainement. Donc on rappelle, et on ne le souligne généralement pas assez, mais la relation humaine avec Sébastien et Fabienne était aussi primordiale et c'est vraiment très bien passé. Alors intellectuellement également, donc l'idée c'était vraiment d'avoir pour notre agence des interlocuteurs on va dire d'un niveau intellectuel universitaire par rapport à notre souci de recherche-action. Donc il faut savoir que dans notre structure, on est une agence culturelle, mais on n'est pas un opérateur culturel, c'est-à-dire qu'on n'organise pas des spectacles ou comme un centre culturel pourrait le faire. Et donc on est plutôt une agence de développement au service du développement territorial. Et donc ce niveau intellectuel, on est nous-mêmes issus de filières sciences politiques ou en tout cas d'enseignement supérieur universitaire. Et donc voilà, c'est intéressant en tout cas à soulever ici. Un autre aspect du bilan, ce sont tout ce qui relève des obligations qu'on a eues par rapport dans notre souci quotidien de sortir la tête du guidon et de devoir s'arrêter pour à la fois réaliser les échéances de travail qu'on avait établies avec Fabienne ou Sébastien. Et donc ça nous permettait aussi, nous, de nous couper de notre quotidien et de nous arrêter et de vraiment de pouvoir réfléchir et d'avoir un recul analytique avec l'aide et la collaboration du partenariat. Et donc, petit à petit, ça nous a permis aussi d'évoluer avec des balises qui en fait, ont été de plus en plus vers le moyen, voire maintenant le long terme. Il faut savoir qu'au début, en 2010 jusqu'au 2011, on n'était que 2 personnes à l'agence.
Dans nos autres missions, on fait également de la communication culturelle, on anime des espaces réflexifs avec les opérateurs, on fait des cadastres, et donc il y a aussi la mission de recherche-action qui vient s'ajouter à cela. Donc voilà, le partenariat était également très important à ce niveau-là. Alors en termes de plus-value de la collaboration, c'est véritablement la caution académique qui doit être soulevée ici. Donc la caution académique en termes de développement territorial, par la connaissance qu'ont Fabienne et Sébastien et leur groupe de recherche par rapport à des modèles de développement, par rapport à des théories à tester. Bon, Fabienne l'a dit, on n'est pas sur un modèle qu'on veut reproduire, on a notre propre modèle qui est occupé de se construire et qui n'est pas encore fini et qui va se construire perpétuellement, il me semble, même si on avance. Mais donc voilà, cette caution, cet encadrement, ce soutien nous a permis, donc, nous, de valider un peu notre travail et la voie dans laquelle on partait, mais ça nous a permis aussi en interne de pouvoir retourner vers nos propres instances, donc que ce soit notre conseil d'administration, que ce soit ce conseil de développement, que ce soit d'autres instances au niveau de la Wallonie-Picarde et au-delà, où on peut nous-mêmes se jauger de cette validation scientifique du travail que l'on fait et du cadre qui est là à porter. Et donc, quelles difficultés aurait-on eu si on n'avait pas eu de partenariat? Ça rejoint un peu cette idée de la caution scientifique. C'est l'idée qu'on n'aurait pas eu peut-être cette confrontation critique dans l'aspect recherche de notre recherche-action. Et donc, encore une fois, impossibilité pour nous, on est vraiment le nez dans le guidon, ça nous permettait de nous arrêter, ça nous permettait d'avoir de la crédibilité vis-à-vis de nos instances, comme je l'ai dit, mais également notre pouvoir subsidiant, vis-à-vis duquel on doit rendre des comptes. Et donc voilà, l'objectivité scientifique, c'est vraiment ça aussi qui a été recherché vis-à-vis du partenariat. Maintenant, c'est une recherche-action, donc on est aussi dans l'action, on n'est pas que sur des modèles, on essaie un peu vraiment de mixer les deux aspects. Enfin, au niveau des souhaits, on attend du partenaire scientifique une certaine disponibilité qu'on a, hein, et donc elle est réciproque, comme Fabienne l'a dit, je ne vais pas le redire. Et donc, nous, ce qu'on voudrait également, c'est une espèce d'évaluation dans le temps, peut-être sur du plus long terme, sur le travail qui a été réalisé, le cadrage scientifique et le partenariat qui a été réalisé, et voilà, l'évaluation qu'on pourra en faire d'ici quelques années, ou quelques mois, mais à mon avis, ce sera quelques années. Et donc, l'idée aussi, c'est la volonté de continuer la collaboration. Donc, ce module 2, qui n'a pas encore été décidé, mais voilà, l'idée, ce serait qu'il y ait vraiment un doctorant qui soit là en continu pour continuer ce travail, en soutien, parce qu'il y a quand même une gouvernance qui se met en place sur notre territoire, et donc sur base de ces connexions, et donc il y a une espèce de discours territorial spécifique qui commence à émerger. Mais voilà, on a tout intérêt à continuer ce partenariat, me semble-t-il. Bon, c'est une question de moyens et de décisions aussi un peu politiques, mais bon, c'est possible. Et donc la conclusion, c'est que ce partenariat était vraiment un vrai échange win-win, gagnant-gagnant avec Fabienne et son groupe de recherche et notre structure Culture.rapide. Bonjour, Jean Pouleur-Humons. Vous avez parlé à de nombreuses reprises la convention qui vous lie. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus précisément? Est-ce qu'il y a une convention du type écrite? Est-ce qu'elle contient, bon, d'abord, peut-être quels sont les points importants qui vous lient? Quels sont les aspects en termes de timing aussi, puisqu'on voit que vous progressez par étapes? Qu'est-ce qui vous permet de reconduire la convention si elle existe? Et puis les aspects financiers qui peuvent peut-être exister aussi, comment ça se gère? Oui, donc au niveau de la convention, il y a donc véritablement des choses concrètes qui ont été cadrées par écrit. Et donc, c'était une convention en 2 volets. Le volet 1 qui était ciblé dans un court terme, donc un an et demi, si je me souviens bien, et donc qui avait pour objectif des objectifs comme révéler les interactions réelles ou potentielles, etc. Donc qui était lié tout à un travail de plus de recherche de cadastre culturel et au-delà. Et donc par rapport à ça, donc c'était adjoint Christophe Leridan, qui à l'époque était étudiant de Madame Leloup, et donc qui avait fait son mémoire de recherche, son mémoire de fin d'études en lien donc, avec notre problématique.
Et donc ça nous a permis de combiner le stage qu'il a fait, ses recherches et les recherches des FUCAM. Dans un deuxième temps, enfin toujours dans le volet 1, mais c'était l'idée d'essayer de générer, formuler un style WAPI. Donc là, on est toujours en cours. On va encore avoir un peu de travail avec Fabienne. Et alors, dans un deuxième temps, c'était ce volet plus recherche sur un plus long terme avec un doctorant. Et donc là, on n'y est pas encore. Pour parler au niveau financier, donc c'était sur fonds propres de notre ASBL, puisqu'on a une ASBL. Maintenant, sans révéler les chiffres, c'était pas non plus des montants mirobolants. Au contraire du doctorant qui, lui, serait un coût de quand même 100 000 € sur 3 ans et qui, lui, est plus compliqué à faire valider, en tout cas, au niveau de nos instances. Enfin, ça, c'est pour notre... C'est pas vous, par exemple, qui avez cofinancé le doctorant? Non, en fait, le problème par rapport au doctorant, on parlait de légitimité. Alors, c'est vrai que quelque part, il y a un label universitaire, mais je trouve que quand on discute, le label universitaire, il vaut par exemple pour une recherche d'1 an, voire d'1 an et demi. Quand on commence, en tout cas en Belgique et dans le cas précis ici, de discuter d'une recherche sur 3 ans pour financer une personne sur une problématique, même si elle est aussi importante et aussi justifiée, là, on dit 3 ans et on met les chiffres à côté. Là, le pouvoir public ne considère pas que ça devient légitime. Alors que, bon, on essaie de lui expliquer que les 3 ans permettent des résultats totalement différents, puisqu'on peut vraiment dégager une problématique, et contextualiser d'une autre façon que lorsqu'on a une recherche d'1 an et demi. Et c'est vrai que c'est finalement nous ce qu'on a fait au départ, on voulait en fait vraiment combiner les deux. Ici, ce qu'on fait, c'est de se dire on a 1 an et demi pour prouver que ce serait utile d'avoir 3 ans. Donc on l'a construit comme ça. On essaye encore et toujours d'aller plus loin, mais voilà, c'est une question d'argent avant tout, je pense. Sachant que dans le cas d'un doctorant, il y a des combinaisons qui peuvent être faites. On parlait de mi-temps, etc. Donc, je veux dire, l'université n'est pas du tout, ne souhaite pas forcément qu'il y ait 100% financé par l'extérieur. Mais même 50%, c'est beaucoup, manifestement. Monsieur ? Oui. J'avais une question qui est en fait complémentaire à celle-là, mais qui est en prenant le point de vue du jeune chercheur lui-même. L'intérêt des labos, on les voit bien, et c'est aussi vrai dans la présentation ici que dans les présentations précédentes, notamment pour la présentation du projet d'architecture préventif. Archéologie. Pardon, archéologie, excusez-moi du lapsus. On a le même sentiment, c'est que quelque part on voit bien l'intérêt du labo, de rester connecté avec un thème de terrain, ça c'est évidemment fondamental. Mais d'un autre côté, pour le jeune chercheur, s'il n'a pas comme vocation d'évoluer vers des spin-offs, et on a vu que dans certains cas, ce n'est pas des spin-offs qui sont prévus, si il souhaite réellement se mettre dans un parcours de recherche qui puisse l'amener à un doctorat et à une carrière académique, se pose toute la question de la valorisation de ce type de contrat. Je ne parle pas ici en termes salariales, je parle vraiment en termes de reconnaissance académique. Et donc, je me demandais, et évidemment, Fabienne, tu as partiellement répondu à la stratégie que vous mettez en place pour essayer de répondre à ça, mais je pense que dans la salle, il y a quelques personnes françaises. Je pense que ce serait assez intéressant que quelqu'un qui le connaît bien, ce qui n'est pas mon cas, présente le mécanisme CIFRE qui existe en France et qui a en partie pour objectif de répondre à ce type de préoccupation. Et je crois que là, quelque part, il y a peut-être une piste de réflexion qu'on pourrait essayer de développer. Je ne dis pas que ce mécanisme est parfait, loin de là, mais à mon avis, il prend peut-être un peu plus en compte l'intérêt du jeune doctorant. Parce que si un docteur confirmé et qui, en gros, a son salaire tous les mois, peut décider de faire un arbitrage dans les différentes activités qui sont les siennes, c'est évidemment beaucoup moins le cas d'un jeune chercheur qui espère peut-être par là pouvoir progressivement faire son trou dans le système, alors qu'en réalité, dans certains cas, on le voit, et ce n'est pas du tout une agression que je vous fais, monsieur, par rapport à ce que vous venez de dire, mais on voit bien que ça ne débouchera pas par ce biais-là, a priori, facilement par un financement de type doctoral. Et ce n'est pas du tout évident qu'en accumulant 2-3 petits projets comme ça, qu'on arrive à faire un doctorat cohérent à la fin. C'était un appel du pied en direction de nos invités français. Peut-être que Béatrice Vial pourrait donner quelques renseignements sur le mécanisme CIFRE. Oui, bonjour à tous, merci Alain. Donc effectivement, le dispositif CIFRE, Convention Industrie Formation par la Recherche, c'est un dispositif soutenu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui permet en fait un projet avec 3 partenaires clairement identifiés. Donc
Une entreprise, juste une petite parenthèse, elle est importante dans nos domaines, l'entreprise est entendue au sens large, ça peut être une PME, un grand groupe, ça peut être une association sans but lucratif, ça peut être une collectivité territoriale qui identifie un besoin de recherche. Elle va recruter un jeune chercheur plein temps qui sera son salarié. Et en fait, pour réaliser cette mission de recherche, l'entreprise considère qu'elle a besoin de s'appuyer sur un labo académique. Donc on va avoir un partenariat avec 3 intervenants. Le jeune chercheur qui va partager son temps entre l'entreprise dont il est le salarié et le labo de recherche. Et tout ça passe par des contrats. Donc un contrat de travail pour le jeune chercheur qui est embauché, une convention de subvention entre l'entreprise et le ministère, plus précisément la NRT, mais peu importe qui est l'opérateur. L'entreprise va recevoir une subvention qui va lui permettre de financer à peu près la moitié du poste. Et puis un contrat de collaboration de recherche entre l'université et le laboratoire académique, puisque l'idée est bien qu'il y ait un projet, un intérêt commun à travailler sur la thématique. Donc ça permet pour le jeune chercheur de travailler sur un terrain, pour l'employeur d'avoir des retombées, c'est-à-dire que l'objectif c'est bien pour lui de pouvoir développer un nouveau service, un nouveau produit, d'améliorer son organisation interne, enfin l'enjeu de la recherche, et pour le laboratoire d'être là en soutien pour assurer une recherche qui sera dans le cadre de la soutenance de thèse, qui pourra répondre le plus possible au canon académique. Donc on est quand même la plupart du temps sur des thèses où l'objectif n'est pas forcément une carrière académique, mais on a des exemples de jeunes chercheurs qui ont pu être qualifiés et devenir maîtres de conf à la suite. Peut-être par rapport à ce qui a été dit, c'est vrai que dans d'autres domaines, alors je pense à la gestion par exemple, c'est aussi une pratique relativement courante. Ce qui est sans doute peut-être moins courant, c'est dans des domaines dans lesquels on va a priori en tout cas pas avoir un résultat tangible du style une modélisation qui vous donne l'optimum, etc. ou des fouilles qui vous donnent précisément, je ne sais pas. Alors donc et je pense que c'est aussi une question d'habitude peut-être, comme vous l'avez dit, parce qu'en France, dans les instituts d'études politiques, ils ne font pas autre chose que ce qu'on fait en sciences politiques. Donc je veux dire, c'est vraiment se dire à un moment donné, est-ce qu'on a besoin d'une réflexion sur 3 ans ou est-ce qu'on veut des résultats à 1 an? Et puis dans 1 an, on refera quelque chose sur un résultat bien ciblé, en fait. Il y a peut-être cette... Dans votre cas, il y a la CPDT, comment ça marche? Alors la CPDT, ça c'est une structure qui travaille sur le développement territorial, mais avec 3 labos de Liège, de l'ULB, de l'UCL, essentiellement urbanistes, architectes, géographes. Et donc c'est vrai que il y a eu un concours, en fait, il y a un concours pour tous les 3 ans. Donc moi je suis associée au comité scientifique. Et c'est vrai que les thématiques qui ont été données sont essentiellement dans ces logiques urbanisme, architecte. Et il y a déjà, donc il y a des choses qui existent simplement. C'est soit spécifique à certaines thématiques, soit spécifique à certaines disciplines. Mais dans la CPDT, par exemple, c'est vrai que tout ce qui est économie résidentielle, etc., ça pourrait rentrer dans ce type de financement. Ok, oui.